Théo, tu te mets combien en route nationale française? Route nationale française, je pense que c'est un domaine où j'ai une forte expertise. Je tente un 8. Ok, ambitieux, 8 sur 10. Donc, quelle loi a permis de transférer la gestion de certaines routes nationales au département? Écoute, je n'en ai aucune idée. J'ai même pas une idée de réponse drôle à dire pour faire une blague. Donc c'est vraiment Ok. dire si mon niveau est bas. Il s'agit de la loi de décentralisation de 2004. Presque. Ah, Bon. vraiment à deux doigts. Bon, C'était un peu chaud. 8 sur 10, c'est ambitieux. déjà on a rempli un de nos objectifs. Tout le monde dans cette salle aura appris quelque chose aujourd'hui. Et ça, c'est le plus important. Écoute, Julien, Ah à bon une main, je vais chercher dans les cartes. Je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant pour toi. Combien tu te mets en responsive CSS, Julien? Ah, ça c'est une question intéressante. Vraie carte. Alors Théo, t'as vu, il y a quand même des gens en face, peut-être ils veulent jouer. Salut. On peut vous demander, du coup, vous mettez combien en responsive CSS? Alors, je vous propose, on va faire 3 groupes, parce qu'on va pas faire les 10 niveaux. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent entre 1 et 3, on va dire, genre vous faites du CSS quand vous êtes obligé, quoi. Il y en a quelques-uns, ouais. Ok, donc là, on peut changer des couleurs, des espaces, ça va bien. Et s'il y a des gens qui se mettent entre 4 et 7, vous en faites assez souvent, vous êtes plutôt à l'aise, mais dès que ça se complique un peu, ça commence à... Ouais, on ne sait plus trop quoi faire. Faut pas trop parler de contexte d'empilement. Ouais, c'est ça. Il y a des petites subtilités, on ne les comprend pas trop. Ok, du coup, s'il y a des niveaux entre 8 et 10, donc là, c'est les experts, vous savez, centrer des divs, enfin vraiment les gens qui sont à l'aise avec CSS. Voilà, vous Centrer verticalement. connaissez je veux dire, plusieurs sinon, manières de centrer une div, là, vous êtes vraiment les rois du Ok. pétrole. Il y a des experts CSS. Ok, vous n'avez pas le droit de poser des questions à la fin. Bon, ouais, il y a un peu de tous les niveaux, hein, comme à chaque fois, donc c'est bien, vous êtes assez représentés. Alors, on aura du contenu pour un peu tous les niveaux, donc justement, normalement, ça devrait vous intéresser. Bah ouais. Peut-être Et- pour les niveaux 1 à 3, on peut faire un rappel quand même de ce que c'est responsive CSS, histoire qu'on soit tous... On va, la tous, même ben, page. on va tous être sur la même longueur d'onde et je vais vous faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que le responsive CSS. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, vous qui êtes développeur front-end, dans les années 90, époque bénie, et vous êtes développeur pas dans n'importe quelle boîte, vous êtes dans une petite boîte qui fait un moteur de recherche. Et en fait, au fil des années 90 et 2000, les interfaces changent, les écrans évoluent, mais pas tant que ça finalement. En fait, vous voyez que même si l'interface change, elle se fait toujours au sein d'une page qui a peu ou prou les mêmes dimensions. Mais ça, c'est jusqu'en 2008. Parce qu'en 2008, il va se passer quelque chose de très grave dans l'histoire de l'humanité. Ça va arriver. Cette personne, vous la connaissez, et l'objet qu'elle tient dans la main, vous la connaissez aussi, c'est Steve Jobs. Et ça va tout changer pour vous. Parce qu'en fait, là, votre super moteur de recherche, il est cassé sur cet appareil. Et là, ça marche plus, quoi. Il faut trouver une solution. Alors du coup, il va falloir trouver quelque chose. Effectivement. Alors au début, on pouvait déjà s'en sortir quand même. En fait, côté serveur, quand on reçoit une requête d'une page, on peut lire le header user agent qui va nous indiquer quel type d'appareil nous fait la requête. Et du coup, on peut savoir est-ce que c'est un téléphone ou un écran de bureau. Et donc, on va se servir une page différente pour la version mobile et la version bureau. Donc ça marche déjà. On pouvait déjà s'en servir. Ça, c'est un peu inspiré du milieu de l'impression finalement, parce qu'on sur tous les types de supports, les tasses, les prospectus, les flyers, etc., on va faire des designs spécifiques à ce support, on imprime ce design spécifique et on va les coller sur tous les supports. Bon, ça marche bien. Mais on peut voir déjà ici, il y a quand même pas mal de supports différents, donc pas mal de designs spécifiques à faire. Et côté numérique, c'est un peu pareil. On va avoir beaucoup de types d'appareils différents, beaucoup de tailles d'écran. Et donc, quand on sort un nouveau type d'appareil tous les 4 matins, c'est compliqué de suivre, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est une conception qui est limitée. Donc, peut-être qu'on va pouvoir avoir une autre approche qui va mieux nous servir. Ouais, je pense que l'approche adaptative, en effet, elle scale pas très bien. Et c'est là qu'arrive la notion de responsive. Alors, en fait, la notion de responsive, elle est créée par Ethan Marcotte, c'est lui, dans un article super intéressant, dont le titre est très clair, Responsive Web Design. Et en fait, ce terme de responsive, il va être le premier à l'appliquer au design dans le web, mais il ne l'invente pas. En fait, il va le chercher dans un autre domaine, qui est le domaine de l'architecture. En fait, l'architecture responsive, qu'est-ce que c'est ? C'est la notion
de créer des espaces architecturaux qui peuvent s'adapter aux usages que l'on veut en faire. Donc ça, par exemple, c'est l'exemple d'une galerie d'art à Manhattan. Et je ne sais pas si vous voyez, mais cette espèce de auvent blanc, il est monté sur des roues. Des fois, je dis des roulettes, mais en fait, je pense que la roulette est plus grande que moi, donc on va se calmer. Donc c'est monté sur des roues. Et en fait, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez à la fois un espace qui peut avoir, quand vous en avez besoin, une grande cour devant. Et si vous avez besoin d'un grand espace intérieur, vous pouvez sortir le auvent. Et en fait, alors ça a été créé dans les années 2010, après l'article d'Ethan Marcotte, donc il n'avait pas exactement ce bâtiment en tête. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est de se dire, c'est ce genre de concept d'architecture que Ethan Marcotte il a en tête quand il se dit, est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire dans le web? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une page, comme on a un bâtiment, mais qui puisse en fait s'adapter, un design qui puisse s'adapter à toutes les tailles d'appareils. En fait, je vais continuer ces histoires de parallèles et aller encore plus loin. En fait, pour moi, la philosophie du responsive design, elle pourrait correspondre à une célèbre phrase de Bruce Lee. Pour de vrai. Enfin, ça, c'est mon inspiration, c'est pas celle d'Ethan Marcotte. Mais vous allez voir où on va. En fait, Bruce Lee, il a cette phrase assez célèbre tirée d'une interview où il dit « Sois comme l'eau, mon ami ». Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il dit « En fait, l'eau, elle s'adapte à son contenu. En fait, de l'eau, tu la mets dans une tasse, elle prend la forme d'une tasse. Tu la mets dans une bouteille, elle prend la forme d'une bouteille. Tu la mets dans une théière, elle prend la forme d'une théière. » Bon, vous avez compris mon argument. Je n'énumère pas les différents contenants possibles. Et en fait, c'est exactement pareil ce qu'on va faire en responsive design. C'est un design, et peu importe le contenant, ça va correctement se rendre. En fait, ce qu'il faut, c'est abandonner l'illusion qu'on peut avoir dans le design de contrôle pixel perfect, qui est en fait une notion issue de l'impression sur support physique. Quand on imprime sur support physique, on connaît parfaitement la dimension de son support à l'avance, on peut faire un design parfait, mais en fait, la philosophie du responsive design, c'est d'abandonner ça, de comprendre que le web ne fonctionne pas comme ça, et que du coup, il vaut mieux créer des interfaces qui soient correctes, qui ne soient pas cassées à toutes les tailles, et qui peuvent même être très agréables à utiliser à la plupart des tailles, mais par contre, on ne va pas avoir quelque chose de parfait à certaines tailles, sinon c'est impossible à maintenir, comme on l'a montré avec le design adaptatif. Voilà une illustration que j'avais mise. Du coup, ça se met dans une multitude de techniques dont Julien va nous parler. Oui, donc c'est vrai que en fait, le CSS a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Donc on a beaucoup de façons en fait, différentes d'adapter nos interfaces en fonction de la taille d'écran. Donc on a beaucoup de façons de faire et justement on peut vite s'y perdre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va utiliser dans quel contexte. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est justement de parcourir un peu toutes ces façons de faire et voir dans quel cas chaque technique va être la plus adaptée. Et donc ce qu'on va faire maintenant, en utilisant le jeu du tu te mets combien. Exactement. On vous a préparé une petite carte de tu te mets combien en responsive CSS. Donc si vous connaissez pas le jeu, en gros, comme on a joué avec Julien au début, on doit s'auto-évaluer de 1 à 10 sur un sujet. Et en gros, plus on s'évalue haut, plus la question est difficile. En gros, question de niveau 1, je pense que n'importe quel être humain normalement constitué peut y répondre sur tous les sujets. Et question 10, c'est l'inverse. Il faut... Okay. C'est des questions hyper dures. Du coup, on y va. Donc, on va commencer facile, la page vide. Alors, pour chaque petite démo, on a fait une maquette donc sur l'attendu sur différentes tailles d'écran. Et ensuite, pour implémenter cette maquette, on a fait une sorte de petit playground. Donc, on a en fait le rendu sur différentes tailles d'écran. Ça, c'est le rendu live de la page blanche qu'on a déjà intégré pour gagner du temps. Mais écoute, ça m'a l'air super bien fait en fait, cette intégration de la page blanche, Julien. Ça m'a l'air tout à fait responsive. C'était rapide. Donc, on a déjà le code à gauche, on a le HTML, CSS. Et on peut voir ici que ça s'adapte très bien à toutes les tailles d'écran. Ok. Donc je pense qu'on est pas mal. Et je pense que le niveau 1 est vraiment passé avec succès. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Bien joué Julien. Je prends la suite. Ouais, je suis fatigué, je te laisse. T'as fait un truc, c'était déjà sacrément dur. Hein. Bon, vous avez compris, on est parti sur des choses vraiment hyper basiques pour vous montrer l'interface qu'on avait créée. Je pense que la lettre A, le mot rue, on peut passer. Et on va commencer par la première maquette qu'on va vraiment intégrer, le paragraphe. Donc un exemple simple, mais on va voir qu'il y a quelques petits trucs à faire avec. Et je pose mon micro, vous ne m'entendez plus. Alors on va déjà voir à quoi ressemble la petite maquette. Donc on va voir, c'est quelque chose tout ce qu'il y a plus classique, une sorte de carte, donc un paragraphe qu'on a au milieu de l'écran, et on veut que ça s'affiche à peu près bien sur toutes les tailles d'écran. Donc là, on peut voir quelque chose qu'on va revoir souvent, c'est que par défaut, c'est pas cassé. C'est pas très beau, mais c'est pas cassé, ça fonctionne.
Donc là, on voit que voilà, ça s'adapte en fonction des tailles d'écran. Première petite chose qu'on voit, c'est coller au bord. Donc on peut peut-être juste ajuster la largeur pour le décoller un petit peu du bord. Première chose à faire. On voit que c'est déjà centré, donc ça marche déjà pas mal. Deuxième chose, on va voir sur les grandes tailles d'écran, c'est probablement trop large encore. Là, la ligne est beaucoup trop longue, c'est pas très lisible. Pour faciliter la lecture, on veut réduire le nombre de mots, de caractères sur une ligne. Donc on va mettre une max width pour contraindre la largeur maximale, et on voit que maintenant, c'est encore un peu mieux. Petite subtilité ici, donc on a une max width qu'on a mis en pixels. Alors oui, déjà, on peut faire une petite astuce, faire la même chose avec un min, c'est exactement pareil, mais c'est plus stylé. Avec un min, voilà. On a la max width en pixels. En fait, tout ce qui est en pixels, ça ne va pas s'adapter à la taille de la police. Et en fait, il y a une règle très importante en accessibilité qui nous dit que si on augmente la taille de la police jusqu'à 200%, il ne faut pas qu'il y ait une perte de contenu, de sémantique. Il faut que ça soit toujours utilisable. Là, c'est un peu gros, en fait. La largeur max ne s'adapte pas à la taille de la police, donc ça va être beaucoup mieux si on indexe la largeur max sur la taille de la police. Donc c'est ce que Théo fait avec les EM, donc la taille de la police courante. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai menti, je reprends le micro, je n'y tiens plus. En fait, il y a quelque chose de super intéressant, c'est que l'unité EM que j'ai présentée ici, elle est indexée sur la hauteur d'un caractère. Okay, en gros, elle est indexée sur votre taille de police actuelle. Et en fait, nous, vous voyez qu'on travaille ici sur le plan horizontal, sur la largeur. Donc en fait, ce qu'on aimerait bien pouvoir dire, c'est combien de caractères je vais pouvoir mettre dans une ligne. Et fort heureusement pour nous, il existe cette unité en CSS qui est CH. L'unité CH, elle n'est plus indexée sur la hauteur de caractères, elle est indexée sur la largeur du caractère 0 dans la police de caractères que vous utilisez. Alors attention, petite précaution à prendre. Si vous utilisez une fonte monotype telle que Courrier, tous les caractères font la même largeur. Donc là, l'unité c'est carré, vous n'avez pas à avoir de surprise. Attention néanmoins, sur les autres types de police, en fait, le 0 est en moyenne un petit peu plus large que les autres caractères, mais pas toujours. Ça va vraiment dépendre des familles de caractères que vous utilisez. Et du coup, je peux que vous recommander de tester avant d'utiliser. Après, en général, quand vous faites une application, vous n'avez pas non plus... vos polices, vous les connaissez à l'avance en général. Donc vous pouvez tester et voir ce qui fonctionne bien. Ce qui est assez cool avec ça, c'est que ça nous permet de respecter les prescriptions des designers qui ont fait les recherches sur quelles sont les largeurs optimales de lignes pour pouvoir lire des contenus de manière agréable sur un écran. Et donc on voit qu'ici, par exemple, la prescription c'est entre 80 et 100 caractères. Avec l'unité CH, c'est super simple à respecter. Je retourne ici et je repose le micro. Donc on a mentionné le CH qui va nous être très utile pour les largeurs max, pour tout ce qui est lié à de la typographie. Il me semble qu'on a fait le tour, on a réussi ce niveau 2. On a peut-être une petite chose pour compléter. Donc on a parlé de la largeur max. En fait, ça va être utile aussi pour tout ce qui est même la taille de l'interface en entier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce genre d'écran dans la nature. Et en fait, si on ne met pas de largeur max sur nos interfaces, par défaut, ça prend toute la largeur. Et souvent, c'est pas voulu, c'est pas souhaité. Ça va faire des grosses colonnes vides. Donc c'est une bonne idée de mettre des largeurs max, même sur tout votre layout, même si c'est très grand. Là, ça doit être du 1800 pixels. Mettre des largeurs max très grandes. Vous êtes sûr que sur les grands écrans comme ça, ça va bien marcher. Il faut bien le centrer aussi, un petit margin auto, et ça fait le travail. Voilà, donc on a fait le tour, on va continuer. Niveau 5, c'est à mon tour. Je pense que c'est à ton tour, Julien. Je pense que tu peux le faire. Notre deuxième maquette. Alors, donc on a un petit jeu de morpion, une sorte de terrain de jeu carré comme ça. On voit que, encore une fois, il faut que ça soit assez équilibré sur toutes les tailles d'écran. Donc par défaut, on a un carré qui fait 300 pixels de large. Alors, comme tout à l'heure, en fait, ça marche sur tous les écrans, c'est pas cassé, mais là, c'est beaucoup trop petit. Oui, c'est un problème là. Pour jouer au morpion, on gaspille un peu de place. On va prendre une loupe. Donc je vais plutôt mettre quelque chose comme 80 VH, donc c'est la hauteur du viewport. Unité que vous connaissez probablement, donc indexée sur la hauteur du viewport. C'est pas mal. Pour les écrans en paysage, ça fonctionne bien, mais pour les écrans en portrait, c'est cassé. Du coup, on pourrait mettre du VW, donc indexé sur la largeur de l'écran. Là, ça fonctionne en portrait, mais plus en paysage. On voudrait le meilleur des deux mondes, et ce qui va nous donner le meilleur des deux mondes, c'est l'unité Vmin, qui va en gros prendre la plus petite des deux valeurs entre la valeur en VH et la valeur en VW. Donc ici, ça fonctionnera à la fois en portrait et en paysage.
Ok, donc là on est pas mal. Je remarque que c'est un peu gros sur les gros écrans. Ouais, je pense donc qu'on a un on va truc énorme. utiliser une astuce qu'on utilise tout le temps, qu'on a déjà faite. On va limiter la taille de notre élément. Ok, bon, je le mets en pixels, hein, vous avez compris. S'il y a des tailles de typo, on peut peut-être utiliser une autre unité. Ok. C'est déjà un peu mieux. Donc là, c'est un peu mieux. Alors je pense que par là, C'est un peu gros. ouais, si on revient sur la maquette, en fait, Ouais. ça doit être un peu plus petit. Alors, on commence à Alors, rentrer oui, dans ce les que je problèmes. pourrais faire, donc en fait, là, ce qui est variant en fonction de la taille de l'écran, c'est ça. Mais si je baisse le Vmin, en fait, sur les petits écrans, ça va être trop petit. Ouais. Donc là, il va falloir utiliser autre chose. Du coup, en fait, ce qu'on voudrait, c'est à la fois qu'il y ait une limite maximale et une limite minimale. Et pour ça, on va utiliser la fonction CSS clamp qui fait exactement ça. Clamp, vous lui passez une borne minimale, une valeur idéale et une borne maximale. Et en gros, entre les deux bornes, ça essaye de respecter ce que vous lui donnez comme valeur idéale. Donc là, on a un truc vachement intéressant où on a une largeur min, on a une largeur max, et en fait, avec le clamp et l'unité variable, on peut régler en fait la vitesse à laquelle on va passer de l'un à l'autre. Donc ça nous donne pas mal de flexibilité. Et il me semble qu'on a fait le tour pour ce niveau. Ouais, je pense qu'on a niveau 5. bien respecté la maquette. Alors, quelques petites précisions sur ce qu'on a utilisé pour cette démo. On va faire un petit point sur les unités indexées sur le viewport. Alors le viewport, attention, c'est la partie visible de votre navigateur, c'est-à-dire sans compter la barre supérieure. Attention, ce n'est pas forcément toujours tout l'écran, hein, si la fenêtre est réduite dans l'écran. C'est logique. Alors ça, c'est sur ordinateur de bureau, mais sur téléphone, les problèmes commencent. Parce que du coup, sur téléphone, les navigateurs, ils ont des barres supérieures et inférieures qui ne sont pas toujours présentes. Et du coup, de base, le VW et le VH ne les prennent pas en compte. Du coup, vous pouvez avoir certains problèmes si vous, en fait, l'interface va être plus petite, réelle va être plus petite que ce que vous pensez en fait. Pour ça, il existe des unités dynamiques, qui sont des unités adaptées au téléphone, qui sont le LVH, le SVH et le DVH. En gros, c'est des unités qui vont permettre de résoudre cette ambiguïté en précisant clairement de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez de la taille de l'écran quand les barres sont apparentes ou quand les barres ne sont pas apparentes? Donc ça, c'est LVH et SVH. Et avec DVH, vous parlez de la taille de l'écran réellement affichée, qu'il y ait les barres ou pas. Du coup, ça va évoluer dynamiquement. Attention avec ça à l'effet sapin de Noël, parce que du coup, si vous utilisez cette unité, les choses vont se resizer dynamiquement pendant que les utilisateurs sont sur l'application, si les barres apparaissent ou disparaissent. Il existe les mêmes unités pour la largeur. On ne sait pas à quoi ça sert, tant que les créateurs de navigateurs pour mobile n'ont pas de sidebar. Pour le moment, on n'a pas trouvé l'utilité. Évidemment, vous avez aussi des min et des max, comme on a vu avant. Là, vous pouvez commencer à briller en société. Quand vous commencez à parler en DVmax, là, pas grand monde peut vous suivre en général. Il y en a encore plus que ça, on ne les a pas toutes mis. Il y a aussi les directions inline, les directions block. Il y en a encore d'autres. Et vous rajoutez les min, les max. Oui, vous pouvez écrire ça en propriété logique aussi, ouais. Inline et block. Du coup, tout ça, là c'est le moment où on aurait dû refaire les slides et on ne l'a pas fait. C'est disponible dans la plupart des navigateurs depuis 2022 et donc en fait c'est newly available. Peut-être Julien, tu veux nous expliquer ce que c'est que Baseline? Ouais, en fait Baseline c'est un indicateur relativement récent qui permet d'indiquer donc la disponibilité des propriétés ou de toutes les features de CSS. Newly available, ça veut dire que c'est disponible dans tous les navigateurs modernes, les navigateurs majeurs. Et il y a une étape d'après qui est widely available, c'est disponible dans tous les navigateurs depuis au moins 30 mois. Et là, donc, on vient de le dépasser, c'est pour ça qu'on ne sait plus à jour. Ces unités sont widely available, donc c'est disponible depuis 30 mois, donc a priori c'est safe de les utiliser. Ça veut dire que vous pouvez y aller, vous allez normalement laisser très peu de gens sur le bord de la route. C'est ça. On a fait le tour du coup, image de fond, à ton tour. Allez, je m'y remets. Qu'est-ce que c'est l'image de fond ? L'image de fond, c'est ça. Alors là, on va travailler sur quelque chose qui peut faire peur en responsive. Dès qu'on travaille avec des médias, ça peut être assez compliqué. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un paysage, mais si vous êtes attentif, vous allez voir que l'image n'est en fait pas la même selon la taille de l'écran. On a une image pour les grands écrans en paysage, une image pour les plus grands écrans en portrait, et une image encore différente pour les petits écrans en portrait pour les téléphones. Okay ? Ça, c'est parce que moi, je suis un accro de la composition des images. Alors, vous voyez, une image comme celle-ci, ça, sur un petit écran, on n'a plus du tout la même composition. C'est horrible, ça ne ressemble à rien. Moi, je suis un esthète et je ne laisserai pas ça passer. Donc, on va voir comment on peut réussir à servir des images différentes en fonction de la taille de notre écran.
Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut changer l'image. Déjà ici, donc là, comme l'a dit Théo, la composition, on voit que ça marche pas très bien. La deuxième raison importante, c'est la question de performance aussi. Si vous avez qu'une image en paysage et vous l'affichez sur un téléphone, eh ben, vous perdez en gros 2/3, 3/4 de l'image, donc de la bande passante. Donc ça va mettre plus de temps à s'afficher, etc. C'est pas du tout performant. Donc on veut afficher une image en portrait sur les téléphones mobiles. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, ce que fait Théo, c'est, cette fois, on fait du responsive en HTML, ça change un peu. On va remplacer donc la balise image classique avec une source. On va remplacer ça par la balise picture dans laquelle on peut mettre une ou plusieurs sources. Donc pour l'instant, on va tout simplement remettre une source avec les URL. Donc là, dans l'attribut source7 de la source, la balise source ou la balise image, on peut le mettre aussi, on va fournir en fait plusieurs URL de plusieurs images avec des tailles différentes. Donc ici, on a, je ne sais plus ce que c'est, les tailles, 600 pixels, 1000 pixels, 2000 pixels. Donc on donne au navigateur plusieurs images différentes. Et ensuite, le navigateur va choisir tout seul l'image qu'il va effectivement télécharger et afficher. Et pour choisir la bonne, on va lui fournir l'attribut sizes, pour lui dire en fait la vraie taille de l'image. Donc là, on lui dit cette image-là, elle va prendre tout l'écran, sans VW. Là, pour le moment, on n'a rien changé. On a juste fait économiser un petit peu de bande passante si les utilisateurs sont sur des plus petits écrans. Nous, ici, là, dans la démo, vu qu'on a déjà téléchargé l'image, ça ne change absolument rien. On arrive maintenant au truc intéressant qu'on peut faire avec les sources. C'est ça, donc l'avantage c'est qu'on peut mettre plusieurs sources, on peut fournir plusieurs sources dans la balise picture, et encore une fois le navigateur il va choisir la bonne. Donc là l'ordre va être important parce qu'il va parcourir les différentes balises sources et il s'arrête à la première qui va correspondre aux contraintes qu'on va donner. Donc on va remettre les différentes URL de notre image. Alors cette fois c'est l'image qui doit être je suppose portrait tablette. Et donc pour que le navigateur il choisisse la bonne, on va lui donner une media query pour lui indiquer je veux afficher cette image mais que dans ce type d'appareil. Donc on renseigne l'attribut média en lui disant tu vas prendre cette balise source que si on a une orientation portrait et c'est tout. Donc c'est ça, c'est le portrait tablette. Ah, on a t'as mis les bonnes URL. Portrait. Virgule. Fin de la deuxième ligne. Yes. Alors ça, c'est bien joué. Est-ce que ça fonctionne? Un petit. On passe à la solution de secours. Un Je petit recopie copier-coller. évidemment. Bon, j'avais pas envie de retaper les URL à la main. Ça devrait être pareil. Qu'est-ce qu'on a raté? Ah, je ne l'ai pas mis oui, exactement. J'ai oublié cette étape. Pardon. Et Okay. on va le dire. Merci à ceux qui suivent. Ça suit bien parce que normalement c'est une étape qu'on fait dès le début et du coup je l'ai oublié, donc ça nous a mis dans la main. On peut expliquer du coup quel est le problème? Oui, donc la balise image, on peut toujours la mettre dans la balise picture. En fait, c'est un peu le fallback. C'est si le navigateur il trouve aucune des sources, il va prendre l'image qui est en fallback tout à la fin de la balise picture. Donc là, effectivement, elle était en dehors de la balise picture, donc on l'affichait par-dessus, ça n'allait pas. Donc là, on est bon, on a bien les différentes images en portrait, en paysage. On a la dernière image, cette fois, pour les portraits, mais mobiles, téléphone. Donc c'est vraiment, c'est à la fois portrait et un petit taille d'écran. Donc on va refaire la même chose en changeant juste la media query, en lui disant max width, donc 700 pixels. Du coup, on change l'URL de l'image pour les téléphones, donc portrait et petits écrans. Et ça a l'air pas mal. Donc on a nos 3 images différentes. Donc là, encore une fois, le navigateur va choisir celle qui va bien. Il va télécharger la bonne. Voilà, un petit coup de stress, hein, je ne vais pas vous mentir. Ne plus jamais oublier de faire ça. Mais bon, du coup, voilà, on vous montre la solution de comment... Bon, là, c'est du HTML, mais il y a toute une syntaxe qui existe pour faciliter la gestion des images responsives. Et donc, c'est super utile de savoir les utiliser. Je pense qu'on a rempli le cahier des charges et que je vais pouvoir quitter ce clavier pour un petit moment. Et on va... peut-être parler du coup de l'attribut média en HTML. Donc vous savez vous savez probablement que vous pouvez faire des feuilles de style conditionnelles avec l'attribut média, c'est-à-dire des feuilles de style qui ne seront appliquées qu'à partir d'une certaine taille d'écran, ou
à partir de n'importe quel media query que vous pouvez faire. Autre chose que vous connaissez probablement, c'est le média print, qui vous permet donc d'appliquer des feuilles de style uniquement à l'impression. Alors, il y a un running gag avec Julien, on s'en sert pas du tout, et on aime bien dire au général qu'on ne comprend pas à quoi ça sert. Et à chaque conférence, chaque fois qu'on le fait, il y a quelqu'un dans le public qui vient nous voir après, qui nous dit qu'il est dans une entreprise où c'est le cœur de métier de l'entreprise d'imprimer des choses à partir de contenus avec du CSS. Il y a des gens qui font des livres, des étiquettes, plein de trucs, donc ça existe, et c'est vraiment, pour certains, enfin c'est niche, mais à certains endroits c'est vraiment crucial, donc ça sert aussi à faire ça. Ensuite, ça c'est super important, l'élément HTML5 vidéo ne supporte pas la notion de source set, comme on vous a montré avec les images. Donc là, vous devez passer par l'attribut média pour servir des vidéos de tailles différentes en fonction de la taille d'écran. Et donc là, bon, quand on parle d'économiser des ressources, ben ça c'est super important, c'est le nerf de la guerre. De manière un petit peu plus anecdotique, vous pouvez aussi faire ça pour de l'audio. Alors là, on doit avouer qu'on n'a pas compris l'intérêt de servir des audios de qualité dégradée si vos utilisateurs sont sur plus petits écrans. On n'a pas encore trop vu la corrélation. Pour les punir, j'aime bien cette approche. Je me demande s'il n'y a pas une media query pour indiquer demande de ressources en réseau un peu allégées. Est-ce que ça existe ça? Et du coup, on pourrait le mettre dans cet attribut. Ok, du coup, on peut aussi s'en servir pour ça. Donc, bon. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses avec l'attribut média sur pas mal d'éléments HTML. Bon. Ok, niveau suivant, documentation. J'ai dit que je voulais quitter le clavier, mais en fait pas du tout, je vais prendre ma vengeance, on va voir si je vais me rater 2 fois d'affilée ou pas. Niveau 7, là on commence à monter. Et cette fois-ci, on a une maquette beaucoup plus complète, un layout entier, ultra classique. On a pris l'exemple d'un framework de documentation, enfin d'une documentation pour un framework, un layout en 3 colonnes, avec une barre de navigation en haut qui peut qui est aussi un bouton déroulant sur les petites tailles. Donc là, quelque chose, ça ne devrait pas trop vous désorienter, mais on va voir comment on fait ça en responsive. Donc là, je pense qu'on va utiliser une fonctionnalité qu'on n'a pas utilisée depuis le début. Vous vous êtes peut-être rendu compte, mais pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de media query. Et c'est un truc... alors, de temps en temps, quand on parle de responsive CSS, on veut adapter un écran sur différentes tailles d'écran, on se jette sur les media query, on se dit il n'y a que ça comme solution, on va utiliser ça. En fait, vous avez vu qu'on a parcouru plusieurs méthodes pour se passer des media query, et souvent ça va être mieux adapté. Tout ce qui est les largeurs fluides, les max width, on a vu pas mal de choses qui nous permettent de se passer des media query. Dans ce cas précis, par contre, il n'y a pas d'autre alternative parce que c'est vraiment un élément qui va apparaître sur certaines tailles d'écran. Donc là, on n'a pas vraiment d'autre façon de faire. Donc cette fois, c'est le moment où on utilise une media query avec un min width. Donc à partir de taille d'écran 1080 pixels de large, on va ajouter dans l'écran notre container. Donc ça doit être, je crois, le menu à gauche. Et donc on ajoute un petit peu de CSS pour faire de la place à notre menu et on va le faire apparaître. Donc on utilise pour ça le display grid. Donc le display grid, il va nous servir justement à faire notre grille de layout. C'est pas mal adapté pour les layouts. On va avoir 2 colonnes, donc un FR, 5 FR. Donc le FR, c'est en fait on va partitionner la largeur en unités égales. Et le nombre de FR, c'est le nombre de partitions que chaque élément va occuper. Donc on a la colonne de gauche qui occupe 1 unité, la colonne de droite qui occupe 5 unités, donc elle sera 5 fois plus grande que celle de gauche. Et tout ça va être fluide, bien sûr, donc selon la taille de l'écran, on aura toujours nos 2 colonnes avec celle de droite qui prend 5 fois la taille de celle de gauche. On fait disparaître le petit menu, le petit bouton de burger menu, on fait apparaître la navigation et ça a l'air pas mal. Donc à partir de 1080 pixels, on a bien la navigation à gauche qui apparaît. Ok, donc ça c'était le premier breakpoint, on a fait apparaître la navigation à gauche. Dans le deuxième breakpoint, on va faire apparaître une petite table des matières à droite. Donc même chose, on va modifier le template du display grid pour ajouter une colonne à droite. Chose à noter ici, on n'est pas obligé de faire grossir toutes les colonnes de la même façon. Ici, pour la table des matières, on n'a pas besoin que sur les très grands écrans, elle soit très large, la table des matières. Donc en fait, on va lui mettre une largeur fixe en 30 CH, donc ça ne va pas dépendre de la taille d'écran. Et par contre, les deux autres colonnes, 1 FR, 5 FR, celles-là, ils vont prendre la largeur disponible. Donc on peut vraiment
régler de manière très fine la largeur des colonnes. Elles peuvent grossir pas de la même vitesse, certaines peuvent être fixes, etc. Donc c'est assez flexible. Et donc il me semble que Théo a fini l'intégration. À partir du deuxième breakpoint, on a bien la table des matières qui apparaît à droite. Et ça m'a l'air pas mal. Une dernière chose qu'on peut voir, donc ici on a encore les breakpoints, donc les valeurs des breakpoints en pixels. Il y a une chose qui peut être intéressante, c'est tout à l'heure je vous parlais de la taille de police. On devrait pouvoir augmenter de 200% la taille de police sans que ça change un peu le layout. Ici, si on augmente la taille de police à 200%, par exemple, peut-être la barre à droite, là, la table des matières, elle va être un peu toute serrée. Ou alors peut-être que la navigation à gauche va être serrée. Donc les breakpoints en pixels, ils vont être fixes aussi, ils ne dépendent pas de la taille de police. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre les breakpoints en REM, ce qui fait que les breakpoints eux-mêmes vont dépendre de la taille de la police. Alors, à savoir que ça ne marche pas si on change le REM, enfin la font size du document HTML en CSS. Ça marche que si on change la font size dans le navigateur, dans les paramètres du navigateur. Donc là, on ne peut pas faire la démo. Il va falloir nous croire, ou vous pourrez essayer, dans les paramètres navigateur, vous changez la font size, et vous pourrez voir qu'on pourra changer de breakpoint en fait, juste en changeant la font size. Donc ça, c'est intéressant. Si justement les gens qui ont une très grosse taille de police, peut-être ils ne seront pas sur le même breakpoint que les autres qui ont une taille de police normale. Voilà, donc petit bonus, quelque chose qui peut être intéressant. Ah, très bonne question. Quelqu'un a demandé ce que c'est REM par rapport à EM. Donc, c'est deux unités qui sont indexées sur la hauteur de votre police, sur la font size. Et REM, donc le R, c'est pour root, c'est la font size à la racine de votre page, donc avant d'avoir changé. Et EM, c'est influencer s'il y a eu des changements dans la hauteur de police, dans les éléments, par exemple. Je ne sais pas comment dire, alors, si vous imbriquez des éléments ensemble et que vous arrivez à un point où la hauteur de police c'est 12 pixels, du coup si vous êtes en EM, vous serez par rapport à ces 12 pixels, alors que si vous êtes en REM, vous serez par rapport à la taille d'origine de votre page qui va être 16 pixels en général. Ok, donc en gros, et donc là, pour les media query, REM, il n'y a aucune raison de vouloir faire autre chose. Donc je pense que on s'est plutôt bien débrouillé pour ça, et je vais peut-être pouvoir enfin lâcher le clavier, être libéré. Mais d'abord, on va se poser quelques questions quand même sur ce qu'on vient de faire. Alors, avant ça, il y a une question importante aussi. On a parlé de breakpoint, on a mis des min-widths. Donc min-width, ça veut dire que on se préoccupe d'abord de la version mobile, et après on s'occupe des versions des plus grands écrans. Ça, c'est le mobile first. On en fait un peu toujours, on dit tout le temps on fait du mobile first, on met que des min-widths dans les breakpoints, mais en fait pourquoi on fait ça vraiment? Autre que parce que tout le monde le fait. Alors on va parler de deux raisons. La première raison, ça va être que côté code, en général, il faut moins de code pour faire la version mobile que pour la version bureau. Parce que sur mobile, il y a moins de place, le layout est moins compliqué, donc en général, il faut moins de code. Du coup, si on se jette sur la version bureau, on fait un bel écran, et après on fait le mobile, peut-être qu'il va falloir rajouter du code pour supprimer le code qu'on a déjà fait, donc ça n'a pas trop de sens. C'est beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérent de commencer par la version mobile, on fait un petit peu de code pour que ça marche, et ensuite, version bureau, on rajoute du code. Donc d'abord le mobile, et ensuite on adapte pour faire la version bureau. Et côté design, en fait, c'est un peu pareil. Si on design quelque chose, une interface pour le mobile, a priori, ça va rentrer sur la version bureau parce qu'il y a plus de place. Et l'inverse n'est pas vrai. Peut-être on peut faire un super écran sur un écran bureau, et quand on veut le mettre en mobile, en fait, ça ne rentre pas. On va bourrer ça, on va retirer des choses, ça sera plus cohérent. Donc, encore une fois, c'est sûrement mieux si on commence par le mobile et on adapte pour le bureau. Voilà, donc ça, c'était la raison derrière le mobile first. Du coup, on arrive au niveau 8. C'est à mon tour de m'y coller. Ouais, là, je propose que tu t'y colles. T'as pas encore vu sur des niveaux trop difficiles? Suis-je légitime? Pourquoi suis-je là, en fait? Alors, galerie photo, niveau 8. Donc, on a, comme son nom l'indique, une galerie de photos de pingouins intéressants. On aime bien les pingouins. Donc, on peut voir que ça a l'air relativement classique. On n'a pas le même nombre de colonnes sur les différentes tailles d'écran, parce que forcément, il y a plus de place sur les grands écrans. Sinon, ça a l'air relativement classique. On va voir comment on peut faire ça. On va jouer sur deux paramètres, la taille de la galerie et la taille des images dans la galerie. Alors, première chose, comme d'habitude, on regarde qu'est-ce qui se passe si juste on met plein d'images les unes à la suite des autres. On voit que, comme d'habitude, c'est pas cassé. C'est pas très beau, mais c'est pas cassé, ça marche, parce que par défaut, les images elles vont aller à la ligne, quoi. Par contre, donc c'est pas exactement ce qu'on veut. Ici, par exemple, on voit c'est pas ce qu'on veut, et en fait, avec ce display block par défaut, ça va être un peu compliqué de régler finement le nombre de colonnes, etc.
Ici, on a une autre chose qui arrive avec ce display par défaut. On voit qu'il y a des petits espaces entre les images là. En fait, c'est que par défaut, les images elles se comportent comme du texte. Donc le texte, par défaut, il y a un tout petit espace qui est réservé en dessous du texte. Pour les lettres comme le P par exemple, il y a un petit espace qui est réservé en dessous. Les images, c'est pareil en fait, il y a un petit espace ici. Et pour vous montrer que je ne raconte pas des salades, si je mets une font size à 0, il n'y a plus d'espace parce que en fait, on a supprimé ce petit espace qui est en dessous du texte et des images. Mais encore une fois, c'est un peu bizarre, hein, vous me l'accorderez, c'est pas très intuitif. Donc, c'est pas ça qu'on va utiliser pour régler nos espaces. Je pense qu'on va avoir besoin d'un autre mode de display voilà. pour faire ce qu'on veut. Alors, je vais peut-être juste commencer par mettre un petit... oui, on va mettre une petite outline autour de la galerie pour qu'on voit bien de quoi on parle, quel est l'espace disponible pour les images et comment elles se répartissent dans cet espace. Okay. Alors, tu me parlais d'un display, on va utiliser... on peut peut-être commencer par faire du flex. Moi, ça me paraît être une bonne idée. Display flex, méthode de display dans une seule dimension. Alors là, pour le moment, ça marche pas très bien. Mais en flex, on peut faire du wrap, c'est-à-dire passer à la ligne s'il n'y a plus de place. Et ensuite, on va pouvoir se servir des propriétés exposées par flex pour faire du responsive. Là, pour le moment, c'est pas encore incroyable. Notamment, on n'est pas centré, ce qu'on voit par rapport à la galerie. Et ensuite, là, pour le moment, on fait que du flex, on va dire très basique, mais on fait pas encore de responsive. La taille de nos images, elle change pas. Il y a rien de spécialement responsive là-dedans. Mais en flex, on va pouvoir utiliser la propriété flex gros. Ça va nous permettre, donc en l'appliquant à nos images, on va dire à nos images de prendre toute la taille qu'elles peuvent prendre dans le conteneur. Ok. Donc là, ça permet que, si je redimensionne ici, on peut voir que la largeur des images, elle bouge. Ça, c'est l'effet du flex gros. Sinon, elle serait fixe, en fait, et ça sauterait la largeur d'image. Ok, on est pas mal. Je crois qu'il manque sur les petits écrans. C'est un peu gros. Ah oui. Du coup, sur les petits écrans, elles font 250 pixels, donc elles prennent en fait toute la place. Donc on a vu que ça marche pas mal. Voilà. On va mettre une mine sur la largeur des images pour leur dire sur les petits écrans, en fait, on va les réduire un peu. Ce qui fait qu'on a le bon nombre de colonnes, j'ai l'impression. Donc là, je pense qu'on a un truc qui est pas mal, mais... Ça m'a l'air pas mal, jusqu'à... Bah oui, en fait, c'est logique, ça se comporte exactement comme on a codé pour que ça se comporte. Nos deux dernières images, il y a 2 images et plus 4 sur la dernière rangée. Enfin, à la fin, il ne reste plus que 2 images. Du coup, elles prennent toute la place disponible, flex gros 1, donc elles produisent ce résultat. Et là, on atteint un peu une limite indépassable du mode de rendu qu'on a choisi, qui est flex. Et du coup, il va peut-être falloir se tourner vers autre chose. Pour faire une galerie, il existe peut-être quelque chose qu'on a déjà utilisé, ça va être la grid. Okay. Et là, on va avoir accès à des choses plus puissantes pour pouvoir gérer nos colonnes, nos lignes, comme on le veut. Donc j'ai compris, je recommence. J'aime bien te faire retravailler. Grid. Je vais remettre le gap que j'oublie toujours. Alors, display grid comme on l'a fait tout à l'heure. Cette fois, on va peut-être commencer par exemple 6 colonnes. Oui, on va commencer par quelque chose pareil. Un petit peu comme on a fait en Flex. On va commencer par un layout fixe, pas responsive, et ensuite on va voir comment on peut travailler avec du responsive dessus. Donc là, on a fait un layout de 6 colonnes. Alors, chose importante en grid, comme votre grid elle va définir des colonnes, vous pouvez utiliser pour les éléments qui sont dans les colonnes des unités en pourcentage pour la largeur, puisque du coup ils vont remplir la colonne qui leur est donnée, même s'ils ne vont pas remplir leurs parents dans votre HTML directement. Le pourcentage se réfère à la pourcentage de la colonne elle-même, donc 100% c'est 100% de la colonne. Du coup les images rentrent dans la colonne. Donc là on a juste un layout en 6 colonnes et on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, on a fait du desktop first. En fait, c'est complètement c'est nul sur mobile et ça marche plutôt bien sur les grands écrans. Donc là, on voit qu'il y a trop de colonnes parce que forcément, on a hardcodé 6 colonnes. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est, pour l'instant, on a dit on fait 6 colonnes et chaque colonne prend toute la place disponible. On aurait envie de se dire, en fait, nos images, là, on ne veut pas qu'elles soient plus petites que 250 pixels, par exemple. Comme ça, sur les petits écrans, on s'assure qu'elles feront au moins 250 pixels. Il y a une petite syntaxe magique dans le display grid, je peux lui dire... C'est la fonction min-max qu'on peut utiliser pour la largeur de nos colonnes. Donc là, on voit que ça fonctionne effectivement sur cet écran, par exemple. Les colonnes ne font pas en dessous de 250 pixels. Donc elles font effectivement 250 pixels. Du coup, ça déborde parce que j'ai hardcodé 6 colonnes. Ça n'est toujours pas responsive. Donc on va utiliser une deuxième syntaxe magique.
on peut utiliser des valeurs qui ne sont pas des nombres. Dans le nombre de colonnes, on va utiliser ici autofill. C'est ça qui va faire la magie un petit peu responsive, qui va dire, avec les contraintes que je t'ai données, les colonnes doivent faire 250 pixels minimum, tu vas essayer d'en mettre autant que possible en fonction de la taille dont tu disposes. Et du coup, on va voir que là, ça commence à être mieux sur pas mal d'écrans, mais là, c'est encore pas incroyable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le problème de la taille de nos colonnes. 250 pixels, c'est trop rigide en fait. Donc, on va appliquer toujours la même technique. Quand on a une taille qui nous plaît pas, une taille fixe qui nous empêche, on va utiliser un min dessus pour pouvoir là dire que les images doivent faire la plus petite valeur entre 250 pixels ou, sur les plus petits écrans, 25% de la taille de la largeur de l'écran. Ah, Okay. C'est bon, vous regarderez ça chez vous à tête reposée pour voir cette équation de l'enfer. Mais c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de choses. Alors, il faut les prendre une par une. Ça fait un assemblage de plein de petites choses qui ne sont pas si compliquées indépendamment. Mais avec tout ça, on a le résultat qu'on voulait, le layout qu'on voulait. Tout à fait. Peut-être tu peux nous faire, Théo, un petit résumé. On a parlé de flex, de grid. Oui. Alors du coup, vous allez me demander, mais du coup, lequel des deux on choisit ? Ma réponse, c'est suivez votre cœur, écoutez votre cœur. Non. En général, vous allez utiliser flex pour les layouts dans une dimension, verticale ou horizontale, et grid quand vous voulez contrôler les deux dimensions à la fois. Mais à part ces conseils très généraux, il n'y a pas vraiment de meilleure solution. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Là, je vous ai donné un exemple. On ne l'a pas vu quand on a fait la démo, mais ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire en flex, mais c'est quelque chose qui est très compliqué à faire en grid, parce que du coup, vous avez des images. Ça, c'est flex, mais c'est juste centré. Mais en grid, là, vous avez des images qui ne sont pas vraiment sur une colonne, à cheval entre deux colonnes, et du coup, c'est possible de le faire, mais c'est beaucoup de code. Donc, la leçon avec ça que je veux dire, c'est que ne croyez pas que grid, c'est l'évolution et que ça sera toujours mieux que flex dans tous les cas. En fait, c'est une boîte à outils, vous avez différents outils qui sont flex et grid, et il faut savoir quand les utiliser. Okay ? Et du coup, peut-être Julien, tu vas nous faire un récapitulatif sur quand utiliser Flexbox ou Grid ou utiliser des breakpoints. Là, on a fait tout ça sans breakpoint. Yes, alors je pense qu'on va accélérer un petit peu là, parce qu'on vous a déjà parlé un petit peu de tout ça. L'idée globale, c'est que les displays Flex et Grid, ça va jouer sur un élément, sur du layout principalement, alors que les breakpoints, ça va jouer sur tout l'écran en général. On veut vraiment faire un gros changement, faire apparaître ou disparaître des éléments. Voilà, donc, globalement, l'usage des Flex, Grid et breakpoint. On passe sur le niveau 9. Allez. Le niveau 9, on l'a appelé la plateforme de contenu. On va commencer sur quelque chose de pas mal plus complexe. Ici, ce qu'on voit, c'est on a un espèce de blog, on pourrait dire, ou quelque chose comme ça, avec des articles sur des chèvres. Voilà, une autre de nos passions. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a un peu 3 différents types de formats pour ces articles. Ils peuvent soit être mis en avant, ça va être le grand article là, sur les chèvres et l'écologie. On a des articles sous forme de card un peu verticale et des articles sous forme de card horizontale dans la sidebar. Okay ? Et là, pour cet exemple, ce qui va nous intéresser, ça va être en fait, de voir comment on pourrait, au sein d'un seul, ce qu'on va appeler composant, d'un seul élément, gérer ces 3 types de présentation d'un seul coup. En fait, si vous travaillez, si ce genre de layout, ça vous évoque quelque chose, il y a de fortes chances, par exemple si vous travaillez avec des frameworks en JS ou quoi, que ces 3 éléments correspondent en fait à 3 composants. Bon là c'est du React, mais c'est pas du tout... Vous pouvez imaginer ce que vous voulez derrière. Mais en fait, ce qui est bête, c'est que tous ces éléments, en fait, ils ont le même contenu. Ce sont juste des articles sur les chèvres. Donc en fait, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir du markup différent, de maintenir 3 composants différents. Ce qu'on voudrait, c'est qu'en CSS, le composant puisse lui-même gérer sa présentation en fonction de la taille dont il dispose et en fait n'avoir qu'un seul composant intelligent, si vous voulez. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire. Yes, je continue du coup. Donc là, on a déjà fait le code, le CSS pour les différents états. Donc si je prends ça par exemple, dans mon template, dans notre CSS, on a déjà fait les différentes classes. On a le content, content medium, content large. Donc si j'ajoute les classes ici, on peut voir qu'on a déjà en fait les différentes variantes. Maintenant, la grande question, c'est comment on passe d'une variante à une autre, mais sans JavaScript en fait, juste en CSS, donc sans avoir besoin de modifier les classes. Pour ça, on va utiliser une grande nouvelle feature de CSS
ce sont les container queries. Donc en fait, ce qu'on va faire avec les container queries, c'est qu'on va venir écrire sur une syntaxe qui est semblable à la media query, sauf qu'au lieu de se référer à la taille de l'écran, on va se référer à la taille d'un container qu'on aura nous-mêmes défini. Et du coup, notre élément, avec les container queries, il va pouvoir s'adapter à la taille dont il dispose, mais pas forcément à la taille de la page. Et donc en fait, là, c'est exactement ce dont on a besoin. En gros, notre article, si il a beaucoup de place, bah, ça va devenir un article mis en avant. S'il a moins de place, ça va devenir un article horizontal. Et s'il a très peu de place, ça va devenir un article avec une carte verticale. Je n'ai pas regardé ce que tu faisais pendant là. Je ne sais pas si tu es prêt et si je peux annoncer... On va dire que j'espère que ça la fonctionne. démo. Ok, donc là, notre élément, il est resizable. Donc Julien, il va le draguer. Et là, on voit bien que juste en changeant la taille, bah, en fait, notre article, il change sa présentation. Donc en fait, il va gérer son style lui-même en fonction de la taille qui est disponible. Ça, c'est Effectivement, un petit peu de la magie. C'est plutôt de la magie, ouais, c'est vraiment comme les breakpoints, mais à l'échelle du composant. Donc c'est vraiment très, très flexible. On peut peut-être montrer d'autres exemples, parce que donc là on a un exemple de composant qu'on va utiliser qui fonctionne. D'autres exemples qu'on a pu voir donc, par Ahmad Shadid, c'est un peu le gourou des container queries. Le boss du CSS. Le boss a montré quelques exemples. Donc, par exemple, on a un project card, donc c'est une carte avec des informations, et en fait, quand on redimensionne, on change complètement le layout. Et ça, par exemple, on ne pourrait pas le faire en display flex ou grid. Il y a trop de choses qui changent, en fait, ça irait pas. Un autre exemple d'utilisation des container queries, on a aussi une timeline, par exemple. Donc, même chose, on a une timeline selon la taille qu'on lui donne. On peut changer complètement le design. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que en fait, quand vous faites cette timeline, vous ne faites pas deux timelines, vous faites une timeline, et en fait, quand elle est utilisée, bah, elle se positionne intelligemment, on va dire. C'est ça. Donc on voit ici qu'on peut faire différentes apparences pour un même composant, finalement. Un même bout de CSS, on peut lui donner différentes apparences selon la taille qu'il a. Quelque chose qui est important, c'est qu'il faut que le composant, dans ses différentes apparences, il ait quand même le même rôle fonctionnel, c'est-à-dire le même rôle dans l'application. Oui. C'est le cas ici, par exemple, de la timeline, qu'elle soit verticale ou horizontale, ça reste une timeline, le rôle est le même. C'est le cas ici pour la project card. C'est un peu moins le cas chez nous, et là, on va avouer qu'on a un peu triché pour les besoins de la démo. Mais on a fait un peu une entorse, en fait, à ce principe, voilà. Parce que l'article mis en avant, il a une valeur sémantique qui est différente d'un autre article. Et du coup, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que quand on fait des container queries, si on gère pas très bien ce qu'on fait, on pourrait se retrouver avec un layout où il y a 10 articles mis en avant, s'ils avaient la place. Et du coup, c'est un risque qu'il faut accepter, mais du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux être prudent et garder la même sémantique en général pour ne pas, en fait, changer le sens de votre page si les choses se passent mal. Je vous rappelle ce que je disais au début, l'important, c'est que ça soit pas cassé à toutes les tailles et que ça soit fonctionnel, que le sens reste le même si c'est pas pixel perfect à toutes les tailles. Bah, du coup, je pense qu'on peut montrer voilà, effectivement, donc, ce que ça donne. Si je copie le code que j'ai fait et je le mets donc dans cette app, donc là on a intégré le layout global, mais il n'y a qu'une seule version du composant. Voilà. Donc là, vous avez le truc avec que les articles en mode small. Et donc là, donc si je mets le code avec les container queries, on peut voir que ça s'adapte en fonction de la taille, la largeur des tu composants. peux peut-être prouver que nous ne sommes pas des gros menteurs en enlevant un article. Alors si je retire le premier et je le mets tout en bas, il apparaît à droite là-bas. Donc vraiment, les mêmes composants va s'adapter en fonction de la taille qu'on lui donne. Ok, donc on a fini ce niveau, je crois. Ouais, je pense. Alors on peut faire juste un petit tour sur les container queries. On pense que c'est pas mal utile dans les design systems, alors plutôt à l'échelle des organismes, voire au-delà, donc des gros composants comme par exemple les timelines. On code le composant une seule fois et après, peu importe où on va le mettre, en fait, il va s'adapter en fonction de l'écran. Donc ça peut être très utile. L'approche est vraiment intéressante parce qu'en gros, c'est une approche du type vous développez le composant et en fait les autres peuvent l'utiliser, mais vous avez déjà géré qu'il va bien se comporter à toutes les tailles, en fait, selon les tailles dont il dispose. Yes, on va conclure rapidement. Donc, suggestion sur les containers, on peut leur donner des noms, ce qui peut être pratique pour s'y retrouver, notamment si on a plusieurs containers. On peut combiner container et media query, bien sûr, c'est ce qu'on a fait ici, et utiliser avec parcimonie parce qu'on peut rapidement perdre le contrôle de ce qui se passe dans la page quand même. Et là, donc pareil, rapidement, les media query, ça va être plus agir au niveau de la page entière versus container query, c'est au niveau d'un composant. Un composant. Le support navigateur est quand même relativement restreint, c'est assez récent en 2023, donc c'est pas encore widely available. Et vous avez des unités aussi relatives à la taille du container, du coup, comme pour la taille de l'écran. C'est ça, donc les CQW, CQH, ça correspond à la taille du container lui-même. CQmin, CQmax, là. Voilà.
On finit rapidement. Bon, mais donc, vas-y, niveau je fais le 10. dernier niveau, il me À reste ton 30 tour. secondes. Alors, ce niveau 10, je vous ai concocté quelque chose de super difficile. Le plus dur, en fait, pour le responsive, c'est le monde réel. Parce qu'en fait, là, on vous a fait des démos, on a quand même fait des choses qui nous arrangeaient, on a voulu vous montrer des outils que vous pouviez utiliser, mais en fait, vous savez très bien que quand vous allez sortir de cette salle, bah, si vous avez à intégrer des maquettes, ça va jamais se passer comme dans nos démos, il y aura toujours une demande un peu bizarre, il y aura toujours une contrainte que vous n'aurez pas prévue à l'avance. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'avec ce qu'on a fait, on vous a vraiment donné une boîte à outils, que vous avez pu voir quels étaient ce dont vous pouvez vous servir, et que en fait, ça va vous allez pouvoir vous les approprier, et avec ça, bah, réussir à résoudre tous les problèmes que vous pourrez rencontrer, sachant qu'il n'y a pas de formule magique. Je te laisse, Julien, conclure peut-être sur les perspectives du responsive en CSS. Et oui, parce que la bonne nouvelle ou la mauvaise, selon le point de vue, c'est que c'est pas fini, parce que là, on vous a parlé de l'évolution des CSS pour couvrir les appareils actuels, mais on voit qu'il y a toujours plus d'appareils différents. Donc on peut penser que le CSS va continuer à évoluer pour en fait s'adapter à tous les nouveaux appareils qu'on va continuer à nous pondre. Donc on va continuer à s'amuser à inventer des nouvelles Le fonctionnalités. responsive CSS a de beaux jours devant lui. Voilà, donc c'est tout pour nous. On espère que ça vous aura plu et on n'a peut-être pas trop de temps pour les questions là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez